Bonjour et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission écolo au bord de l'eau avec un sacré rigolo. C'est moi. Aujourd'hui, on va aller voir une station d'épuration domestique, mais attention domestique, dans un immeuble de près de 40 appartements. On va pouvoir récupérer les excréments et en faire un engrais qui est absolument incroyable. Et juste après, on ira voir une entreprise qui a développé des capteurs qui permettent de détecter où sont les déchets dans les villes et de ce fait nettoyer beaucoup mieux les villes. Et Greta, t'as quelque chose pour nous aussi, non? Une douche qui se chauffe presque toute seule. Et Jean-Luc Bidot fait du vélo quand il fait beau poil au dos. Ah oui, ça te fait rire, Paul Odo. Ouais, c'est ça. On voit ton humour, c'est bien. C'est l'humour de Greta. T'as besoin de repos, toi, encore un peu. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. T'es sûr que tu veux quitter le bord du lac pour aller filmer des toilettes? Ouais, pas tant, mais c'est vraiment intéressant les toilettes. Tu sais, les excréments, c'est des engrais incroyables qu'on peut récupérer. Avec ça, on peut faire pousser des légumes, tout ce qu'on a envie. C'est dommage de les mettre à l'égout comme ça. On va aller voir un habitant, Olivier, de ce quartier très particulier, de ce bâtiment écologique, qui utilise ces toilettes, donc il pourra témoigner. Et ces toilettes, justement, en plus de récupérer les excréments, économisent de l'eau. Et le fait de faire tout ça ne surcharge pas les stations d'épuration communales. Ok. Win-win-win. Bon, on va le voir. Pour une fois, on pourra vraiment dire qu'il y a de la merde à la télé. C'est cet immeuble-là? Ouais, c'est là. Ah ouais. Il est où? Olivier? Attends, il sort de son trou. Salut Olivier. Salut. Ça va? Bien et toi? Oui, bien. Salut. Salut, Jonas, enchanté. Olivier. Olivier, tu es habitant de cet immeuble qui est bien particulier, mais notamment les eaux d'épuration viennent ici et sont traitées là-dessous. Ouais, donc en fait on a une station d'épuration qu'on appelle à lombric compostage et qui gère toutes les eaux usées du bâtiment, que ce soit les eaux grises donc qui concernent tout ce qui est en dehors des toilettes et les eaux noires qui concernent les eaux de toilettes. Et là, tu sortais de la fosse, là. Et là je sors de la station d'épuration. Ok. Je crois que Marc se réjouit beaucoup d'aller voir avec toi la fosse. J'ai beaucoup. Jonas, tu veux y aller? Moi d'abord. Ah ouais, sympa. L'esprit d'équipe, hein, je vois. Ah ouais. Mais c'est que de la paille en fait. Donc comment ça fonctionne? Donc en fait il y a une distribution différenciée entre les eaux grises, donc tout ce qui ne concerne pas les toilettes, et les eaux des toilettes. Donc le plus gros filtre concerne les eaux des toilettes, parce que c'est là où il y a le plus de matière organique à extraire de l'eau pour l'épurer. Et puis les deux filtres là sont pour les eaux grises, donc les lavabos, machines à laver et compagnie. C'est-à-dire le papier de toilette, les excréments, tout passe par ce tuyau. Ouais, parce qu'en fait c'est un système qui arrive par gravité. Il y a un regard en béton à l'extérieur avec une pompe de relevage, une pompe broyeuse, qui en fait permet d'envoyer l'ensemble de la matière sous pression pour être distribuée de manière homogène sur l'ensemble du filtre. Donc là-dessous, sous toute cette paille, il y a quoi comme bestiole? Il y a principalement des vers à compost, donc il y a 2 espèces, et toute la microbiologie qu'on trouve en fait dans un sol de forêt classique ou même dans les sols arables des champs. En fait, le principe de cette station d'épuration, c'est de reproduire ce qui se passe dans le sol dans un champ, mais qui épure l'eau sur des dizaines voire des centaines de mètres. Quand il pleut, en fait, l'eau qui va se retrouver dans les nappes phréatiques est épurée par tout son voyage qu'elle fait à travers la terre, mais sur des distances assez importantes. En fait, là, on fait la même chose, mais on le reproduit de manière hyper concentrée sur quelques mètres de haut. Ah ouais, puis c'est léger. C'est vraiment comme un compost, hein. Ah, de bleu, le nombre de bêtes qu'il y a là-dedans. Ça bouge de tous les côtés. Ouais, c'est impressionnant, quand on ouvre, c'est vraiment comme du compost, ça n'a pas d'odeur, c'est pas dégoûtant, c'est vraiment comme ouvrir en sol, en fait. Ouais, parce qu'en fait, la distribution de la matière fraîche, elle est sous les coupoles. Puis c'est ensuite les vers de terre qui vont venir prendre cette matière qu'ils affectionnent particulièrement et qui vont la distribuer dans l'ensemble du filtre par déplacement, en fait, tout simplement. C'est vraiment très cool. J'aimerais bien te montrer quelque chose dans le bus qui va sûrement te plaire. Tu nous parles d'eau, et ben on aimerait bien te parler aussi un peu d'énergie.
lance-nous la TV. Très bien, j'allume la TV. Aujourd'hui, je suis à Bienne, dans les ateliers de Julia. C'est un système de récupération de chaleur de l'eau qui provient directement de la douche. Bon, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que je peux me doucher et en même temps économiser de l'énergie. C'est tellement simple, je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Moi, je suis prête là. Hein. Ils sont où? Clément? Ah. Salut Clément. Salut Marie. Bon, t'es là pour m'éclairer. Qu'est-ce que c'est Julia? Alors en fait c'est un système de récupération de chaleur qui est intégré dans les rigoles de douche. Donc ça s'installe juste en bas de notre douche dans le bac? Tout à fait, oui. En fait tu prends ta douche et au lieu que l'eau chaude en fait parte dans les canalisations après 2 secondes, on va récupérer cette chaleur et la transmettre à la conduite d'eau froide. D'accord. En fait cette eau froide, au lieu d'arriver avec 10 degrés au mélangeur, elle va arriver avec 25 degrés, ce qui nous permet de rajouter moins d'eau chaude et du coup d'économiser de l'eau chaude et de l'énergie. Ok, mais parce qu'en fait, la chaleur de l'eau de douche, ça représente quoi dans une maison? Je me rends pas compte. Alors en fait, tu peux plus ou moins diviser en deux. On a la chaleur, enfin on a le chauffage et puis l'eau chaude. 50-50. Tout à fait, oui. Ah ouais, donc on a un bon paquet d'énergie économisé là. Tout à et fait, un bon ouais. paquet d'argent, du coup. C'est ça. Alors en fait, là, c'est vraiment un modèle de présentation. Ok, Normalement, l'échangeur de chaleur est placé à l'intérieur de la rigole. donc là on est sous notre bac de douche. Tout à fait, oui. Voilà, tu as l'eau chaude qui passe dans la rigole, qui va dégouliner par-dessus l'échangeur de chaleur. Qui lui est froid. Tout à fait, ouais. C'est la conduite d'eau froide en fait qui passe dans l'échangeur. D'accord. Et l'eau chaude qui va passer par-dessus va réchauffer l'eau froide à l'intérieur. Et on économise jusqu'à 43% d'énergie Ah ouais. sur... C'est pas mal. tout à fait, ouais. Et ça, c'est facile à installer chez tout le monde? Alors en fait, tout le monde peut l'installer chez soi. On a juste besoin d'un installateur sanitaire. Et en termes de coût, ça se passe comment? On peut amortir ça assez rapidement? Alors nous, on compte plus ou moins un surprix de 600 francs Ouais. par rapport à une rigole de douche équivalente. Et ces 600 francs sont amortis plus ou moins en 3 ans, parce qu'on compte une récupération de 1000 kWh par année. Et puis notre but, c'est vraiment de réussir à en faire un standard, C'est un ça. produit standard. Partout Tout à fait. dans le monde. Tout à fait. Eh ben génial, je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Clément. En fait, c'est hyper simple. On a le même confort qu'avant en prenant notre douche. On économise un paquet d'énergie et en 3 ans, c'est amorti. Non mais en fait, moi, j'ai envie de reprendre des douches là. Allez, c'est parti. Elles sont où toutes ces douches? 2000 douches, moi je te les fais toutes les unes après les autres. On va économiser de l'énergie, c'est moi qui te le dis. Hein. Olivier, ce que Marie nous montre, c'est assez logique, c'est de se dire toute cette énergie, toute cette eau chaude qu'on gaspille, on la perd quand elle part dans l'écoulement. C'est le même calcul que vous, c'est toute cette eau qu'on gaspille quand elle part dans l'écoulement. Ça part de là, vous aussi? Oui, c'est surtout l'idée d'utiliser de l'eau potable dans des WC qu'on n'a vraiment pas besoin. Donc en gros, le poste d'économie d'eau est principalement sur les WC et l'arrosage, parce qu'on utilise aussi pour l'arrosage l'eau qui est traitée par le lombricompostage. Et en gros, on considère aujourd'hui, d'après les mesures qu'on a fait, qu'on consomme 2 fois moins d'eau que dans un immeuble standard, parce que le poste d'eau et d'arrosage est vraiment très important. Les odeurs, c'est le point technique, c'est ce qui inquiète tout le monde, surtout que c'est pas très loin de chez soi. En plus, il y a un restaurant juste à côté. Comment vous gérez ça? Alors en fait, le biologiste, il avait réalisé des systèmes décentralisés à lombricompostage comme celui-ci, mais pour des chalets d'alpage. Et du coup, vu qu'on a pu visiter, enfin il y a 2 personnes qui sont allées visiter les systèmes de chalets d'alpage et qui ont constaté qu'effectivement c'était assez incroyable. Ils sont allés renifler. Ils sont allés renifler, ils ont même pique-niqué dessus et tout ça. Et donc on s'est dit qu'on pourrait faire la fête là-dessus et c'est ce qu'on fait, quoi. L'aboutissement de ça, c'est quoi? On veut plus de steps, tout le monde gère ses propres déchets vers son propre immeuble? L'aboutissement, c'est qu'en fait, il y a un constat, c'est que les steps sont surchargés aujourd'hui. Ça, c'est un élément essentiel. En fait, toute la vie est basée sur le caca. Enfin, je veux dire, Ouais. la vie du sol, c'est le ver de terre qui va manger des déchets Toute ta végétaux. journée, en tout cas, est basée sur le moi, caca, ça, c'est c'est une bonne sûr, partie ouais. de ma journée qui font caca. Et c'est les bactéries qui sont dans leurs intestins qui permettent ensuite à la vie de vivre les végétaux, dont mange les végétaux, etc. Donc vraiment, la base de cycle de la vie, c'est les bactéries qui sont dans nos intestins. Et nous, comme tu dis, on les mélange à des polluants, c'est débile. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce compost? Alors là, ça fait donc 2 ans et demi qu'on habite là. Et donc cette année, on a récolté du compost pour le mettre sur tous nos arbustes et nos arbres fruitiers et tout ce qui concerne en fait le jardin. Comme engrais. Comme engrais, voilà.
Ouais, Donc c'est pas une montagne de caca qui s'accumule. Voilà, quoi. c'est 8 tonnes de caca par an à peu près, on estime. 8 tonnes de caca par an, vous faites? Ah bah ouais, quand même. Il y a des bonnes et des mauvaises années? Il y a des années où vous dites, je sais pas ce que vous avez fait les gars cette année, mais on est à 10 tonnes. On pèse pas. En Suisse, on est un pays d'eau, mais c'est quand même dingue de se dire que tout le monde fait pipi, fait caca dans de l'eau potable. Et il y a quelques personnes qui ont essayé dans des maisons individuelles, des toilettes à compostage, etc. Et ça marche. Mais à l'échelle de quartier ou à l'échelle collectif, je crois que c'est un des premiers bâtiments qui marche réellement. Et ça, c'est la grande classe. Ça fonctionne. Hein. Ça te fait toujours rire, pipi et caca. Hein? Oui, moi, ça, J'ai vu. ça, je m'en lasse pas. Ah, puis en plus, t'imagines le plaisir que tu fais à tous ces petits vers de terre. C'est l'orgie grecque du ver de terre là-bas dedans. Ça continue de me dégoûter un peu, moi. On a beau me dire que c'est de la terre, je sais d'où elle vient cette terre, monsieur. On va jusqu'à Fribourg, donc t'auras le temps de t'en remettre, t'inquiète. Plastique, le butin est impressionnant. T'as vu? Ils disent que juste un enfant de moins par famille, ça changerait le bilan écologique de la planète. Ouais, mais bon. Nicolas Hulot, il avait un frère et une sœur. Du coup, c'est lequel qu'ils auraient pas dû faire? Ah ouais, t'as raison. Faudrait pouvoir sélectionner. Bah, comme on l'aurait fait avec les nôtres. Guillaume, qui voulait être pilote de ligne, il aurait fallu le zigouiller. Ouais. Mais en même temps, il a merdé en beauté. Puis Fabienne, qui voulait bosser avec des ONG. Elle aurait pu changer le monde. Ouais. Mais elle aussi, elle a merdé. En fait, je crois que c'est juste nos enfants qui sont cons. Voilà, ils disent qu'un employé qui est heureux dans son travail est 33% plus productif qu'un employé malheureux. Ouais. Ben, je sais pas, moi, si les employés sont heureux, ils seront un tiers plus productifs. Et moi, j'emploie des frontaliers que je paye un tiers de moins. Du coup, j'ai pas besoin de faire semblant d'être un patron cool. Ça se tient. Bien sûr, ça se tient. Voilà. Zorro est arrivé, sans se presser. Le beau Zorro. J'ai une bonne excuse. J'ai dû vite aller chez Cortexia ce matin, placer une petite caméra. Il y a des caméras partout ici. Non, mais une caméra spéciale qui regarde les déchets sur la route et qui peut analyser où sont les déchets pour que la voirie ensuite puisse aller facilement travailler au bon endroit. Franchement, c'est génial. Ça permet d'éviter que les déchets partent dans l'environnement, dans les grilles d'égout. On peut les ramasser avant. Ok, et c'est toi qui vas les ramasser? Non, c'est par exemple le monsieur orange là-bas qui ira les ramasser. Mais simplement, lui, voilà, il a sa petite nettoyeuse, mais il ne sait pas où aller. Grâce à cet appareil qu'on peut mettre sur des bus publics ou des taxis ou n'importe où, il reçoit l'information, il dit « Oh, attention, je sais pas, peut-être un camion qui a perdu du papier ou n'importe quoi », et il peut aller nettoyer au bon endroit. C'est le Big Brother de la poubelle. Quasiment. C'est André justement de Cortexia, ceux qui ont inventé cette machine qui va nous recevoir. Et puis on ira aussi voir François à la voirie de Fribourg qui nous dira si effectivement c'est utile ou pas pour une ville. C'est parti. Ah bah ils sont là les deux, regarde. Bonjour. Salut monsieur. Bonjour. Jonas, enchanté. André. Jonas, enchanté. Salut André. Salut. Marc. Salut François. Salut. C'est vous qui nous avez installé ça sur le bus alors? C'est ça, ouais, une caméra pour voir les déchets. Alors ça c'est une caméra haute résolution qui peut détecter des déchets sur 3 mètres x 6 et il peut détecter une cigarette jusqu'à 50 km/h. Ok. Ah, tu passes à fond avec le bus, 50 km/h, Et ça on détecte détecte. la cigarette. Ça marche. Incroyable. Bon, on va tester ça. On va voir si Fribourg est propre. On se donne. Non, ici. Merci. On n'a pas la clim malheureusement. Alors on nettoie par où? Ben, propose la rue de Lausanne. Tout droit. Ouais. Et ça repère n'importe quel déchet? Ça repère on a une cinquantaine de déchets qu'on est capable de reconnaître, certains mieux que d'autres. Le plus petit, le plus gros challenge, c'est la cigarette en fait. C'est l'élément le plus petit qu'on est capable de détecter. Ouais. Et après, vous les classez ou chaque déchet est différent? Comment vous faites?
En fait, le but, c'est d'utiliser un index, donc une note qui classifie la propreté de la ville. Et puis, pour faire cette note, on a des déchets qui ont plus ou moins d'impact. La cigarette, elle a peu d'impact sur les gens. Qu'est-ce qui a beaucoup d'impact visuel? Les excréments de chiens, par exemple, les seringues, les tags, les graffitis, des choses comme ça. Ça Ok, les déchets graves et les déchets pas graves. Et les déchets graves, les déchets pas graves, les déchets aussi liés à la sécurité, par exemple les tassons de bouteilles, le débris de verre. Okay. Ça, c'est plutôt dangereux, on va dire. Voilà. On les classe en fonction de leur dangerosité, en fonction de leur impact. Puis après, ça donne une note. Puis cette note, elle corrèle avec la perception des habitants. On voit ces images de plastique dans les océans, etc. C'est des images très fortes. Alors le gros, ça vient de l'Asie, ces plastiques. Mais malgré tout, dans le Rhône, dans les rivières chez nous, il y en a aussi des grandes quantités. C'est pas rien en Suisse. Hein. Dans les villes, on arrive à voir en moyenne, chaque pas qu'on fait, 2 cigarettes. Donc pour donner un exemple, à Genève, il y a 220 km de route. Vous faites 220 000 fois 2 cigarettes, vous avez en gros 300 000 à 400 000 cigarettes par terre dans une ville comme Genève. Mais c'est la même chose dans toutes les villes de Suisse en fait. Et on est en Suisse, c'est normal. Avec toutes ces données, on pourrait imaginer qu'après on sache mieux où poser une poubelle par exemple? Clairement. Parce que les poubelles, c'est très difficile de savoir où les placer en fait, en fonction de la circulation des gens, en fonction du mobilier urbain où les gens s'arrêtent, est-ce qu'il y a des magasins, est-ce qu'il y a des bars. C'est vraiment très difficile, donc si on peut avoir des indications, ça peut aider. Là, j'ai fait la rue de Lausanne, on a passé la rue de Remont, à peu près 1,5 km. J'aimerais bien savoir combien de mégots la caméra a vu. C'est possible? C'est une super question, on va aller voir ça tout de suite sur l'ordinateur. Ah bah parfait. Bon, pour l'instant, ça a l'air assez propre, Fribourg. Hein. Ouais, c'est très propre. Qu'est-ce qu'elle en pense, Greta? Oui, en tout cas, c'est plus propre à l'extérieur du bus qu'à l'intérieur. C'est pas faux, mais bon, les bouteilles, ça les tienne. Tiens, garde tes déchets. Bon, bah vas-y, montre-nous, on a envie de voir à quoi ça ressemble maintenant. La ville de Fribourg. Alors, la ville de Fribourg. On va te mettre une note, François. Ouh, il y a du rouge là, c'est pas bon. C'est pas bon, non? aussi. Hein. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la rue de Remont et la rue de Lausanne, surtout la rue de Lausanne, sont les portions les plus, on va dire, sales. Sur ce segment de la rue de Lausanne, il y a 61 cigarettes. 61 cigarettes, il y avait des feuilles, il y avait du papier, et puis il y avait un reste de McDo ou un reste de je sais pas quoi, de boisson, une bouteille en pète, une canette. Voilà. D'où vient l'idée de Cortexia? Quel était le déclic qui t'a dit il faudrait qu'on puisse avoir ces données-là sur un ordinateur? J'ai eu la chance de faire des audits dans les villes de Suisse romande depuis 10 ans. Donc je fais des audits sur les flottes de véhicules internes aux collectivités publiques. Et puis je me suis rendu compte que c'était très facile à optimiser la gestion des flottes de véhicules, sauf pour la propreté en fait. C'est facile à gérer le déneigement, par exemple, il y a des règles, des lois, des normes. Mais la propreté, il n'y a pas de règles en fait. Ça c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est qu'on a approfondi les coûts. Puis on s'est rendu compte que les villes les plus propres en Suisse, c'est les villes qui dépensent le moins pour essayer d'être propres. Puis les villes les plus sales, c'est celles qui dépensent le plus d'argent pour essayer d'être propres. Et ça se confirme presque toujours. L'investissement pour cette technologie, à peu près, c'est environ 80 centimes par habitant par année. Et puis le retour sur investissement, c'est environ 5 à 6 francs la première année, garantie. Mais comment? Parce que du coup, il y aura moins de trajets, moins de nécessité d'employés, c'est ça? Oui, alors soit moins de trajets, soit on alloue les balayeuses aux bons endroits, soit on nettoie mieux, soit on repense le mobilier urbain, on répartit les poubelles là où il y a besoin, moins de poubelles, mais au bon endroit, moins de poubelles, mais les mettre au bon endroit avec la bonne taille. On a des rues avec des fast-food, vous avez plein de poubelles, maintenant elles ont des bouches très petites, vous arrivez avec un seul carton de pizza, et puis la poubelle elle est bouchée pour toujours. Puis après on fait quoi? Si on est face à cette poubelle, on met autour. Et puis finalement après le travail de la personne de la voirie qui font des activités très très faiblement valorisées alors que c'est très très important, en fait au lieu de vider la poubelle, il doit encore nettoyer autour, nettoyer la poubelle. Voilà, ça amplifie le temps de travail par élément très très fort. Rien que le fait d'avoir un déchet qui est dans la poubelle et pas à côté de la poubelle, il n'a déjà pas besoin de le ramasser, comme tu disais, ça fait gagner du temps. L'image est plus belle, les gens restent sur les terrasses ou bien ici, dans l'endroit où on est, ils apprécient, donc du coup ils consomment, ça attire des touristes, etc. etc. Donc ça, Et il y a moins de risques de pollution. Est-ce que tu peux aussi dire qu'il y aura moins de plastique, moins de plastique dans les rivières ou dans les lacs? Oui, alors c'est aussi intéressant, il y a des villes qui prennent la stratégie de tout nettoyer à l'eau. Et dès le moment où on nettoie à l'eau, en fait, les déchets, ils entrent dans les grilles de récupération d'eau claire. Et puis les cigarettes, les déchets, les débris de verre partent finalement
dans les rivières. Dis-nous qui sont les bons et les mauvais élèves. Quelle est la ville la plus sale de Suisse? Ça balance. Genève. Non, pas du tout. Quoi? Je veux pas balancer. Non, mais elle ressemble à quoi? Peut-être pas le nom, parce qu'après, je comprends bien que tu l'auras pas comme cliente, mais elle ressemble à quoi, la ville la plus sale de Suisse? C'est une grande ville? C'est une petite ville? C'est Campagnard, une ville industriel. campagnard? Bon, déjà, on n'a pas fait une analyse exhaustive de toutes les villes de Suisse. Et oui, mais de celles que tu as analysées. Ça, c'est réponse de bois, ça. Ouais. Mais je vais vous donner une bonne réponse. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la Suisse, elle a des villes qui sont globalement très, très propres. Enfin, on a des notes, enfin, je vous donne quand même la note qui varie Tu vas le dire. de 0 à 5, en ayant 5 comme note très propre et 0 comme note la pire. La moyenne des villes suisses, on est autour des 3,5, 3,6, 3,7. Et 3,5, c'est la note à laquelle les citoyens sont satisfaits de la propreté de leur ville. Ça veut dire qu'ils sont contents de ce qui s'y fait et on ne va pas téléphoner à la voirie pour dire c'est ça de chez moi. Donc les villes en Suisse, elles ont toutes ce niveau-là. Toutes celles qu'on a mesurées. Tu ne veux pas nous dire la moins propre, mais la plus propre? Alors, je peux vous donner des statistiques européennes qui viennent du Clean Europe Network, qui dit que la ville suisse la plus propre, mais c'est ce réseau qui dit ça, c'est Zurich. Voilà. Zurich, voilà. ok. Voilà. C'est la 3e ville la plus propre en Europe. La première étant, de manière intéressante, c'est Oviedo, c'est une ville en Espagne. Luxembourg après, et Zurich en 3e. Et qu'est-ce que Zurich fait de si bien pour être si propre? Alors Zurich, en fait, Zurich, nous on s'est inspiré de la méthode de Zurich pour développer notre technologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut avancer ces chiffres, parce que Zurich, depuis 15 ans, mesure la propreté de manière régulière. Ils mesurent 18 000 spots par année. Donc ils vont à 18 000 endroits sur l'année où ils notent la propreté du spot qu'ils regardent. Donc c'est statique. On va à un endroit, on regarde, on met des notes. Combien de cigarettes, combien de ci, combien de ça. Et puis après, il y a encore... Ils ont des compteurs de cigarettes. Ils ont des compteurs, des personnes qui comptent ça, les cigarettes. Ça, c'est un emploi d'avenir, ouais. ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dans la responsabilisation du citoyen? Parce que finalement, on en est là parce qu'il y a des gens qui jettent des trucs par terre. Vos métiers, c'est marrant, on parle de déchets. À l'époque, le déchet, c'était sale, c'était vraiment... C'est pas valorisé socialement de travailler dans le domaine. Et aujourd'hui, tout d'un coup, ça devient quelque chose thématisé, dont on parle beaucoup. Et la thématique est passionnante, il faut dire. C'est interdisciplinaire, on va voir le comportement des gens, des nouvelles technologies, travailler avec des gens sur le terrain, des associations. Le métier a complètement changé. C'est effectivement devenu très très vague, très large, pluridisciplinaire. C'est toujours un peu sale, ça pue, ça grouille, enfin, surtout s'il fait chaud. Mais il faut se poser des questions. C'est plus uniquement la politique de on le met dans un trou, puis quand le trou est plein, on met une petite couche de terre dessus, puis on le cache. Il faut le gérer, il faut le valoriser. Puis j'ai envie de dire, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Je me souviens plus, tu me disais, c'est quoi la ville la plus sale de Suisse? Je sais pas. Tu sauras pas. On va aller voir ce que fait Jean-Luc Bidot avec son vélo. T'as vu cette transition de course un peu? Je pourrais être présentateur de télé. Plus que coupeur de pastèque, manifestement. Effectivement. Au cinéma, dans des séries TV très populaires et aussi sur les planches, Jean-Luc Bidot a dédié sa vie à la comédie. Il passe son enfance à Genève, se découvre très tôt une passion pour l'art dramatique et une fois son bac en poche, entre finalement au Conservatoire de Paris. Il enchaîne les rôles, passe de plateau en plateau et devient un emblème du cinéma suisse grâce notamment au réalisateur Alain Tanner qui lui offre des rôles très importants. Attention, derrière un grand acteur, on pourrait bien trouver un écolo. J'ai acheté un vélo, une fortune, électrique, et je fais le plus possible de vélo. Mais comme j'ai 78 ans et que je suis sujet à une grippe facile, je n'ai pas pris mon vélo aujourd'hui parce qu'il pleut. En même temps, c'est bon pour mes muscles et les efforts, mais je sais que Genève est polluée. Les grandes entreprises n'écoutent pas ce que le gouvernement devrait faire, et le gouvernement n'écoute pas le peuple qui dit « Attention, putain, ça va très mal ». Alors, je faisais beaucoup de vélo quand j'étais gamin. J'allais à vélo à l'école, etc. Et puis après, j'ai été passionné par le Tour de France. Et vers l'âge de 14 ans, j'allais à vélo jusqu'à Divonne chercher
les journaux sur le Tour de France. Miroir Sprint, Beuté Club. Et j'allais les chercher. Et pour aller jusqu'à Divonne, il y avait une montée. Donc je me sentais Louison Bobet ou Hugo Coblet ou Freddy Kubler. Ça vous dit rien parce que vous ne connaissez rien à vélo. Mais pour moi, c'était une folie. Vélo, vélo, vélo. Je pense que ça baisserait la pollution et les gens seraient physiquement mieux dans leur peau, poil au dos. Sinon, je vais dans la nature, parce que je suis déjà à la campagne, donc je vais dans la nature. Vous avez vu comme c'est beau, comme c'est magnifique. Aujourd'hui, les arbres, tout est en train de naître. C'est d'une beauté, c'est extraordinaire. Donc il ne faut pas louper ça. Bon, c'est vrai qu'il faisait mauvais, donc pas de vélo, quoi. Puis aujourd'hui, il aurait fait un peu trop chaud, hein. Donc pas de vélo. C'est l'avantage des comédiens, tu peux inventer des histoires. Mais sûrement que des fois, il prend le vélo. J'imagine. Quand il pleut pas, qu'il n'y a pas de soleil. En matière de faire des efforts ou pas trop d'efforts, la semaine prochaine, on va aller voir comment on peut utiliser des drones dans la viticulture. Ça, c'est les agrotech, les technologies dans l'agriculture. Et puis aussi un peu de sobriété heureuse, on va aller dormir dans des arbres, sous un arbre, avec de grands ciels étoilés. C'est magnifique, c'est pour la semaine prochaine. De grands ciels étoilés? De grands ciels étoilés, il y en a plusieurs. Plusieurs ciels dans ton monde. Il y a plusieurs ciels, ouais. Ouais. Ça, tu vois, tu peux imaginer l'infini. Je commence à comprendre un peu mieux ton monde maintenant, ouais. Plusieurs ciels, tu sais comment ça se dit? Cieux. Des cieux. Des cieux.